Bonjour à tous, bienvenue à la Maison de l'Expatriation, bienvenue à ceux qui sont en présentiel, merci d'être là, et puis également des personnes en distanciel, merci. C'est gentil, merci beaucoup. Très à l'américaine, on est déjà dans la thématique. Donc, comme vous le savez, ici, la Maison de l'Expatriation, on est un lieu justement pour préparer au départ à l'étranger, également au retour en France pour les personnes qui sont déjà parties. L'idée étant d'apporter du conseil gratuit avec des conseillères qui sont présentes jusqu'au 17 juillet, et puis après, par la suite, en distanciel à partir de septembre. On a beaucoup de conférences. Là, on clôt une semaine États-Unis, mais c'est vrai que la semaine prochaine, on aura également un autre événement sur les États-Unis et puis d'autres destinations, dont les Émirats arabes unis ou d'autres pays qui attirent aussi les expatriés. Donc aujourd'hui, on va parler des États-Unis et de l'installation sur place. Comment vivre le rêve américain, c'est toujours possible. Donc l'idée, c'est de vous faire d'abord une petite contextualisation des démarches vraiment administratives, comment partir sur place. Et puis après, je laisserai la parole à Alexis de Malakoff Humanis et également à Rachida de la CFE pour parler de protection sociale. Voilà, donc on va commencer la partie présentation. Donc, partir aux États-Unis, effectivement, le rêve américain, ça existe toujours. Je sais qu'on a aussi peut-être des difficultés à le penser aujourd'hui dans le contexte actuel, mais il y a donc vraiment beaucoup de Français qui sont installés aux États-Unis. On en compte plus de 150 000 à travers tout le pays. Ça représente quand même une hausse d'ailleurs importante. C'est d'ailleurs le deuxième pays d'installation pour les expatriés après la Suisse. Donc, c'est vraiment une destination qui continue d'attirer les Français et qui intéresse les Français dans tout type de domaine, notamment pour chercher de l'emploi et trouver aussi et développer sa carrière sur place. C'est vrai qu'en termes de destination, c'est important aussi que vous puissiez vraiment choisir la bonne destination pour pouvoir s'expatrier. On est quand même sur un pays continent, on est sur un large pays avec plein de destinations différentes. Donc, je vous propose vraiment de voir un petit peu les questions que vous devriez vous poser avant de partir. C'est vrai que en termes de population expatriée aux États-Unis, la grande majorité des Français sont à New York, qui est une ville vraiment importante, un gros hub. Déjà, on n'est pas très loin de la France. On est à 6 heures de vol, donc ça reste quand même accessible. Mais on peut très bien aussi essayer de partir à Los Angeles, à San Francisco, même dans des villes un peu plus petites comme Boston, Chicago, Houston ou Miami, qui attirent aussi d'autres types d'expatriés. Donc, c'est vraiment important aussi, avant de partir, de vous poser les bonnes questions. Quelles sont un peu vos motivations de départ? Où sont les opportunités professionnelles en fonction de votre secteur? Ça, c'est important, parce qu'en fonction des villes, on est sur des hubs un petit peu différents. Quel est également le coût de la vie sur place? On sait que New York, c'est une des villes les plus chères, donc il faut aussi pouvoir assurer après son loyer et pouvoir avoir aussi un salaire qui suit aussi ce coût de la vie. Il faut aussi penser que les taxes sont différentes en fonction des États. L'État de New York est assez cher, l'État de Floride est un peu moins cher, donc il y a des choses aussi sur lesquelles vous pouvez aussi pouvoir économiser davantage, en tout cas avoir un train de vie un peu plus important. Et puis également la qualité de vie, bien entendu. Est-ce que vous voulez un grand centre urbain, quelque chose d'un peu plus proche de la nature, accès peut-être à la mer, à une plage ou quelque chose plus dans les montagnes? Bien entendu, en fonction des villes, vous avez aussi des accès différents et une qualité de vie aussi qui suit aussi cet environnement. La présence de la communauté française, c'est aussi très important. Comme je vous le disais, New York, c'est une grosse ville avec beaucoup d'expatriés français. Plus vous avez aussi d'expatriés français ou francophones, plus vous aurez d'opportunités généralement aussi en termes d'emploi et puis également en termes de réseautage. Donc, c'est aussi important pour vous. On va en parler plus tard. Le réseau aux États-Unis, c'est très important, notamment le réseau également francophone. N'oubliez pas également qu'on est dans un État fédéral, donc avec des lois parfois différentes en fonction des États. Donc, ça concerne l'immigration, ça concerne les permis, les conditions de travail. Donc, chaque État peut avoir aussi une réglementation différente. Donc, il ne faut vraiment aussi pas imaginer les États-Unis comme un seul pays avec juste des outils et des règles vraiment qui sont au niveau national, mais aussi vraiment des règles en fonction des États qu'il faut prendre en considération. Également, donc, moi, ce que je vous propose, ce qu'on propose toujours à la maison d'expatriation, c'est d'imaginer votre expatriation dès maintenant. C'est-à-dire que même si vous comptez partir dans 1 an, dans 6 mois, c'est important déjà de se rendre sur place, de faire l'expérience de différentes villes, de ne pas juste imaginer votre expatriation comme vous pourriez voir un film hollywoodien où vous dites, voilà, New York, ça me plaît parce que je l'ai vu au cinéma. Vraiment, il faut se dire, voilà, il faut faire l'expérience de la ville.
je pense que c'est important d'avoir cet investissement, de se dire on part dans la ville au moins quelques semaines, même si c'est sous format vacances, pour vraiment appréhender si on peut s'y sentir bien, si on a envie vraiment d'y passer du temps. Je vous parlais de réseautage, c'est important de prendre contact avec des Français qui sont déjà sur place, notamment au niveau professionnel, on va en reparler juste après, mais c'est vrai que les Français sont déjà expatriés, ont déjà vécu aussi la même expérience que vous allez vivre, donc c'est également important pour vous de pouvoir leur demander leur avis, de pouvoir prendre aussi le pouls de la vie sur place. Est-ce que le marché de l'emploi est intéressant? Est-ce que c'est facile de trouver un logement? Est-ce que c'est facile de trouver une école pour ses enfants? Vraiment, les Français sur place sont votre meilleur allié. Et enfin, ça c'est très important parce qu'on souvent le néglige, c'est d'avoir un bon niveau d'anglais. Beaucoup de personnes nous disent, voilà, est-ce que je peux partir aux États-Unis sans bien maîtriser l'anglais? Non, c'est important. Oui, si vous voulez poser une question. Oui, par rapport au niveau d'anglais, quel niveau minimal requis? Alors, je n'ai pas en tête le niveau requis au niveau des visas, mais… En fait, je pose la question parce qu'en fait, quand on regarde sur les sites comme le British Council, il était là le niveau à partir de A1, A2, B1, B2. Alors, je pense qu'effectivement, les niveaux B1 à partir de B, c'est toujours intéressant. C'est vrai que plus votre niveau d'anglais est suffisant, mieux ça sera pour vous en termes d'opportunités professionnelles. Ce n'est pas forcément un frein à l'immigration sur la question de visa, mais c'est un frein à l'emploi. C'est vraiment de prendre en considération aussi votre niveau d'anglais par rapport à votre travail sur place. Si vous avez une activité qui sera francophone, ça sera forcément moins important. Mais pour bien vous intégrer dans la vie sur place, pour faire des amis, pour pouvoir vraiment vivre aussi une meilleure expatriation, c'est important d'avoir déjà un bon niveau d'anglais. En tout cas, prévoir sinon des cours d'anglais ou en tout cas de quoi aussi pouvoir faciliter votre expatriation une fois que vous êtes sur place. Je vous le disais, on est dans un pays de réseau, donc c'est hyper important pour l'emploi. Aux États-Unis, on explique que 85% des postes sont pourvus grâce au réseau de contacts professionnels. On est vraiment dans un pays justement où vous pouvez bien entendu trouver des offres d'emploi sur Internet, sur les sites classiques, mais généralement ça se passe par LinkedIn, par les connexions que vous pouvez faire sur place. Donc dès maintenant, vous pouvez vous créer un réseau LinkedIn par rapport à votre secteur d'activité. Déjà, ça vous permettra aussi d'échanger avec des professionnels sur place pour parler aussi des particularités du secteur aux États-Unis et puis également potentiellement d'avoir des offres d'emploi, des contacts. Les gens sont quand même assez ouverts aux États-Unis pour justement partager leur réseau. Donc, je vous conseille d'aller sur les différents sites disponibles au niveau professionnel. Je pense notamment à un club d'affaires comme She4She à New York qui est spécialisé donc dans la partie entrepreneuriat au féminin. Mais ça peut être également le Club 600, Business France, bien entendu, la French Tech si vous êtes dans ce secteur-là, également les chambres de commerce. Il y a bien entendu le réseau de la FIAF avec les accueils, donc vous avez Londres Accueil, Los Angeles Accueil, etc., qui sont un réseau associatif qui vous permet donc de rentrer en contact avec des Français et des Françaises sur place. Mais de plus en plus, au-delà des activités qu'ils proposent, il y a bien entendu aussi des questions professionnelles, des networking, des façons aussi d'appréhender les entretiens d'embauche et de pouvoir justement aussi comprendre comment fonctionnent les Américains sur la partie professionnelle. Bien entendu, il y a des plateformes où vous pouvez trouver des offres d'emploi, Indeed, Glassdoor, Monster, Career Builder. Tout ça, ce sont des sites qui sont très utilisés. Mais encore une fois, le réseau aux États-Unis, c'est vraiment essentiel. Donc, dès maintenant, vous pouvez le construire même à distance et notamment via LinkedIn. Donc, je vous conseille vraiment déjà de mettre votre LinkedIn à jour, de bien faire en sorte que tout soit aussi nickel pour pouvoir aussi vous connecter avec un maximum de personnes dans votre secteur. Alors, la question qui peut fâcher, c'est la question des visas, bien entendu, comme vous le savez. On est dans une administration qui est parfois, en tout cas aujourd'hui, un peu plus frileuse pour l'obtention des visas, mais les visas sont toujours disponibles. Les règles n'ont pas vraiment tant changé que ça. Ce qu'il faut absolument prendre en compte, c'est qu'on est dans un système d'America First. Donc, de toute façon, que ce soit l'administration Trump ou les administrations précédentes, il est important que vous prouviez que votre expertise est plus intéressante que celle d'un ressortissant américain, tout simplement. Donc, c'est le cas dans pas mal de pays, c'est le cas aux États-Unis encore aujourd'hui. Donc, il faut vraiment pouvoir anticiper justement votre talent, votre expertise. Le fait que vous soyez français, francophone, c'est de toute façon aussi quelque chose, un bonus pour beaucoup de secteurs. Mais il faut mettre en avant justement votre expérience et donc prouver aussi votre intérêt. On va le voir après avec les différents types de visas. Il est bien entendu essentiel d'avoir un visa avant de vous rendre aux États-Unis. Vous ne pouvez pas juste vous rendre sur place et après aller chercher un emploi.
Beaucoup des entretiens d'embauche se font à distance. Vous pouvez tout à fait aussi partir sur place en tourisme. Et si vous voulez après transformer votre visa, vous serez obligé de toute façon de revenir en France et après de faire une demande de visa sur place. Pensez bien au délai. On les estime à 3 à 4 mois, mais ça n'inclut pas le temps d'attente aussi pour un rendez-vous consulat qui peut être assez long. Donc, c'est vraiment à partir du moment où la procédure est déclenchée que ça va mettre 3-4 mois. Ça peut prendre en revanche plusieurs semaines avant que vous ayez déjà un rendez-vous au consulat. Dans les différents types de visas, alors je vais passer assez vite, mais il y en a plusieurs, il y en a beaucoup. Il y a des visas non immigrants, donc ce qui veut dire des visas temporaires, ce qui vous permet donc de rester un certain temps. Donc temporaire, ça veut dire généralement au moins 1 an, voire 2 ans en fonction, voire même 3 ans. Mais ce n'est pas un permis de résidence qui vous permet de rester plus de temps sur place. Donc c'est des choses qui sont, vous avez besoin de renouveler. Donc il y a différents types de visas. Le visa H1B qui vous permet notamment là pour le coup de travailler pour un employeur américain donc qui est votre sponsor sur place, donc il faut déjà trouver une entreprise. Vous avez le visa L1 qui vous permet des transferts intra-entreprise. Donc là, si vous êtes par exemple, vous travaillez dans une entreprise française qui vous envoie à l'étranger, généralement c'est celle-ci qui va être prise en compte. Ça vous permet de travailler donc avec une société américaine qui est affiliée à votre société d'origine en France. Et qui est un bon chemin aussi pour la résidence permanente parce que votre entreprise est déjà bien installée sur place. Ça vous permet généralement de vous sponsoriser plus facilement. On a aussi le visa E2, c'est le visa d'investisseur qui avait été limité pendant un certain temps, mais qui aujourd'hui est très intéressant parce qu'il permet donc de créer une entreprise sur place. Donc, il faut aussi pouvoir justifier d'un investissement assez important et bien entendu d'une création d'entreprise qui va permettre de créer de l'emploi aux États-Unis. Et le visa O1 qui est de plus en plus intéressant parce que c'est ce qu'on appelle le visa des talents, donc les capacités exceptionnelles. Donc, ce sont les scientifiques, les artistes, les sportifs, les chercheurs. Alors, on sait que les chercheurs, c'est parfois un peu plus compliqué aujourd'hui aux États-Unis actuellement. Mais voilà, si vous êtes journaliste, si vous travaillez dans la recherche, si vous êtes sportif, artiste ou autre, vous pouvez demander ce visa de talent exceptionnel qui vous permet donc de rester après aux États-Unis sans forcément avoir un employeur, par contre, affilié aussi en tant que sponsor pour votre visa. Et on a en fait après donc le Graal, les visas d'immigration permanents. Donc vous avez la carte verte, la fameuse green card dont on entend beaucoup parler, qui vous permet donc de résider et travailler en permanence aux États-Unis. Donc vous pouvez l'obtenir par la famille, donc ça peut être un membre de la famille qui est déjà résident. Vous mariez bien entendu avec un citoyen américain. L'emploi, donc c'est à partir du moment où vous restez un certain temps aux États-Unis, vous pouvez faire une demande de green card. Sachez qu'en ce moment, c'est assez long pour transformer votre visa en green card, parce qu'il y a beaucoup de demandes. La loterie DV dont on va parler juste après, ou le fait d'être investisseur, donc de justifier un certain nombre aussi d'investissements aux États-Unis. La loterie, tout le monde en parle, c'est un peu aussi une voie un peu royale, c'est-à-dire qu'il y a une loterie avec des quotas tous les ans où vous pouvez participer. Il y a un quota par nationalité, donc vous pouvez tout à fait gagner une green card d'une certaine manière. C'est une loterie internationale, il y a des places pour les ressortissants français. Si vous faites partie si vous êtes ressortissant belge, suisse, vous avez davantage de chances parce qu'il y a un peu moins aussi de concurrence. Une fois que vous obtenez cette green card, vous pouvez bien entendu aller vivre aux États-Unis. En revanche, il est important pour pouvoir la conserver de pouvoir rester un minimum de temps sur le sol américain. Vous ne pouvez pas juste avoir la green card, rester en France, partir après, rester en France pendant 1 an et revenir aux États-Unis un peu plus tard. Il faut justifier, je pense, d'au moins 6 mois l'année de présence aux États-Unis et après, vous pouvez vraiment la garder sur le long terme. Ça, c'est vraiment un processus un peu, alors je ne sais pas si ça existe dans d'autres pays, mais en tout cas, c'est assez spécifique aux États-Unis. Et enfin, bien entendu, vous avez la possibilité d'avoir une naturalisation américaine. Donc, de la même façon, il faut attendre au moins 5 ans après avoir obtenu votre première green card. Et ça vous permet donc d'avoir une résidence permanente. Si vous êtes marié à un citoyen américain, ça s'est réduit à 3 ans. Et donc là, vous pouvez rester, donc devenir américain, pouvoir voter, vraiment bénéficier de tous les avantages de la nationalité américaine. Et on garde bien entendu également la nationalité française, puisqu'on a la possibilité d'être binationaux franco-américains. On n'a pas besoin de choisir. Je vous conseille de prendre rendez-vous, bien entendu, à la maison d'expatriation, puisque les rendez-vous sont gratuits. Vous pourrez poser davantage vos questions par rapport au visa, puisqu'il y a plein de possibilités différentes.
On travaille également avec la société Oui Immigration, qui est spécialisée dans la question des visas, qui vous permet justement d'obtenir plus d'informations et de pouvoir donc voir en fonction de votre dossier, qui peut être très spécifique, un petit peu les modalités pour vous permettre d'avoir le visa adapté à votre situation. Dernière petite partie, c'est important aussi, une fois que vous êtes aux États-Unis, de prendre en considération que vous êtes toujours un citoyen français, donc vous avez aussi le droit à l'assistance et le soutien de l'administration française. Donc ça se passe bien entendu avec le consulat, qui est un peu votre mairie internationale. Donc pour toutes vos démarches administratives, c'est hyper important pour vous de vous inscrire au registre des Français de l'étranger. C'est gratuit, ça se fait en ligne. Ça vous permet donc d'accéder déjà à toutes les informations liées à la vie sur place, l'actualité. S'il se passe quelque chose, malheureusement, à l'endroit où vous êtes, vous pourrez être plus facilement rapatrié. Également, sur tout ce qui est question de droit de vote, vous pouvez également voter donc à la majorité des élections depuis les États-Unis. D'ailleurs, pour certaines élections, vous avez même le droit de voter en ligne, ce qui n'est pas le cas en France métropolitaine. Vous pouvez le faire depuis l'étranger. Et puis, bien entendu, n'hésitez pas à prendre contact avec les associations françaises. Donc, je vous ai déjà évoqué la FIAF, donc, qui sont les accueils. Il y a plein d'autres associations professionnelles, même juste des associations aussi en lien avec l'éducation, qui permettent aussi de garder un lien avec la France, avec la langue française. Donc, n'hésitez pas, c'est toujours il y a beaucoup de solidarité entre les ressortissants français à l'étranger et ça permet également de pouvoir débloquer des situations. Voilà. Il y a également des bourses possibles pour les enfants aussi, si vous êtes une famille et que vous n'avez pas la possibilité de mettre vos enfants dans le réseau d'écoles françaises à l'étranger. Sachez que celles-ci sont payantes à l'étranger, mais il y a des bourses scolaires qui sont possibles en fonction de certains critères. Donc, n'hésitez pas aussi à vous renseigner auprès de votre consulat. Lepetitjournal.com, je ne peux pas le rappeler encore une fois, mais c'est vrai que c'est le média pour les Français et les francophones à l'étranger. On a des éditions à New York, Miami, San Francisco et très prochainement à Los Angeles. C'est un peu une exclusivité qu'on vous donne aujourd'hui. On va ouvrir en septembre. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. On est gratuit et ça vous donne vraiment beaucoup d'informations au quotidien sur sur la vie aux États-Unis, l'actualité, des questions pratiques et puis également la vie de la communauté française et francophone dans votre ville de résidence. Sur la partie santé, je vais laisser la parole du coup à nos deux experts et dont à Rachida Kassi de la Caisse des Français de l'étranger qui arrive en guest star. Merci, bravo. Merci Rachida. Oui, c'est ça. Alors, bonjour à tous, merci au Petit Journal de me laisser l'opportunité d'intervenir aujourd'hui. Alors, je ne vais pas pouvoir sonder les personnes en ligne, mais je vais essayer un peu de sonder la salle. Est-ce que, si vous êtes là, c'est parce que vous êtes en préparation d'un projet d'installation aux États-Unis. Est-ce que la partie santé, c'est quelque chose qui vous a paru important dans votre projet, enfin de construire dans votre projet? Oui. Pour tout le monde, oui, primordial? Ok. Très bien, bon, c'est bien. Alors, pourquoi donc, je me présente Rachida Kassi, je suis en charge du développement et de la communication au sein de la Caisse des Français de l'étranger, donc qui est, si je dois résumer en quelques mots, la sécurité sociale des expatriés. Donc, pourquoi? Parce que la France est l'un des seuls pays au monde à proposer à ses citoyens français qui résident à l'étranger de pouvoir conserver un système de protection sociale à la française. C'est-à-dire qu'on peut reconstituer une sécurité sociale, donc qui est la CFE, et une complémentaire santé pour ce qu'on appelle le reste à charge des dépenses. Alors, pourquoi c'est important de savoir que ça existe, notamment quand on va aux États-Unis? Parce que quand on arrive aux États-Unis, alors je laisserai plus mon collègue en parlait tout à l'heure, mais le système de protection sociale est complètement différent. On est plutôt sur de l'assurance privée pure, donc avec tout ce qu'on peut connaître de l'assurance privée, donc les bienfaits, mais également la partie un peu moins sympa, des questionnaires médicaux, des exclusions de pathologies, des surprimes. Donc, c'est important de pouvoir comparer les deux modèles et de partir bien préparé. Donc, juste deux mots sur la Caisse des Français de l'étranger. De toute façon, cette présentation sera aussi fournie à l'ensemble des inscrits. Donc, c'est ce que je disais, on est un organisme de sécurité sociale créé depuis 1978 à la base pour accompagner les entreprises qui expatriaient des collaborateurs, des entreprises françaises qui expatriaient des collaborateurs à l'étranger. On a un conseil d'administration composé de 21 membres exclusivement, ou en tout cas en majorité,
issus de l'étranger. Donc, ce sont des personnes, des Français qui vivent eux-mêmes à l'étranger. Et donc, c'est ce que je disais, on a été créé pour permettre aux Français d'avoir le même niveau de protection sociale, le même niveau de garantie. Et donc, notre rôle, c'est d'assurer les mêmes garanties que la sécurité sociale. Donc, la santé, maladie, maternité, invalidité, la partie prévoyance avec accident du travail, maladie professionnelle et la retraite. Donc, juste pour un petit topo, on est présent partout dans le monde. On a on couvre un peu plus de 200 000 personnes partout dans le monde, et aussi bien donc des entreprises qui, je le disais, expatrient des collaborateurs, que des personnes qui, comme c'est certainement le cas pour certains d'entre eux, partent de leur propre chef, de leur propre initiative à l'étranger. Donc, on transpose les mêmes valeurs que la sécurité sociale, donc la solidarité, l'universalité. Ça veut dire que on n'a pas de questionnaire médical, comme je le disais, à contrario d'une assurance privée. Donc, on accepte vraiment tout le monde. On n'exclut pas de pathologie. On prend en charge toutes les pathologies selon le modèle de la sécurité sociale. Il n'y a pas de limite d'âge non plus. Attention, dans les assurances privées, il peut y avoir des limites d'âge. Et puis, il n'y a pas de surprime de cotisation en cas de surconsommation dans l'année. Et puis pareil, pas d'exclusion de pays si vous, enfin, c'est pas le cas des États-Unis, mais si toutefois il y avait des guerres, quoique, des guerres, des attentats ou des catastrophes naturelles. Donc, continuité des droits, parce que si vous adhérez à la CFE dans la continuité de votre départ de France, on vous prend en charge immédiatement. Et on prend aussi en charge l'historique si jamais il y avait des pathologies un peu plus lourdes ou un peu plus longues. Et puis, depuis quelques années maintenant, on permet de conserver donc la carte vitale, puisque dans à peu près toutes nos offres, on a la possibilité, malgré, même si on est expatrié à l'étranger, de pouvoir venir se faire soigner en France dans le cadre de séjours temporaires. Donc, en utilisant la carte vitale si vous êtes affilié à la CFE. Alors, je vais passer très vite sur la santé aux États-Unis parce que moi, je maîtrise moins bien et je pense que tu avais prévu d'en parler. Donc, c'est juste pour vous dire qu'on est sur deux modèles différents. Donc, on est plutôt aux États-Unis de l'assurance privée, donc avec également donc différents systèmes, mais également donc des coûts qui peuvent être liés donc au système de soins privés, donc qui peuvent être très différents des coûts qu'on peut connaître en France et qui peuvent être très élevés. Donc ça, c'est bien important d'être sûr d'être bien couvert sur place, mais également d'avoir un plan B si toutefois les coûts pouvaient être démesurés. Donc ça, je vous ai donné à peu près un topo, enfin un parallèle de ce qui peut exister entre la France et les US, entre les consultations moyennes, le prix des consultations moyennes en France et le prix des consultations moyennes aux USA. Et donc, ça peut vous donner un ordre d'idée en regardant les garanties de ce que vont pouvoir vous proposer les assurances privées. Sachant que dans bien des cas, vous allez devoir avoir une assurance locale privée, qui va être obligatoire. Donc, la CFE interviendra en plus. Donc, juste en quelques mots sur ce que propose la CFE en termes de santé. Donc, c'est 4 produits. Un produit global qui s'appelle Monde Expat Santé, qui couvre tous les frais de santé partout dans le monde et également en France. Encore une fois, sur le principe de la sécurité sociale. Donc, rarement l'intégralité de la dépense. Juste, je vais vous donner un exemple sur le coût, sur une consultation généraliste. En France, en moyenne, la consultation va être entre 30 et 50 euros. Le tarif conventionné sécurité sociale va être de 28 euros et des poussières. Sur ces 28 euros, la sécurité sociale va rembourser 18,55 euros. Donc, la CFE, sur une consultation généraliste aux États-Unis, va rembourser 18,55 euros. Si je reviens un petit peu en arrière, une consultation généraliste, ça va être en moyenne 150 euros dans le privé. Donc, 18,55 euros, ça ne va pas être important, ça sera quasiment rien. Donc, soit il faut avoir une complémentaire accolée à ça et qui est en capacité de vous couvrir aux États-Unis, soit il y a notre produit France Expat Santé, donc qui est fait pour les personnes qui ont l'obligation de s'assurer localement, donc aux US, qui ont une bonne couverture, mais qui n'ont plus du coup les soins en France qui sont pris en charge. Donc ce produit France Expat Santé vous permet de continuer à venir vous faire soigner en France. Et là, on peut effectivement jongler sur les deux possibilités. Donc si vous avez une pathologie qui
vous permet de rentrer en France, qui vous laisse le temps de rentrer en France et de vous faire soigner parce que c'est plus rapide, parce que effectivement c'est plus rapide ou que c'est plus simple, vous pourrez le faire grâce au produit France Expat Santé qui est aussi équipé de la carte vitale. À contrario, donc tout à l'heure, Damien disait que pour aller aux États-Unis, il faut bien parler l'anglais, mais dans le cadre de la santé, il faut aussi être en mesure de pouvoir expliquer sa pathologie dans la langue locale. Donc là, en l'occurrence, en anglais, c'est pas toujours évident. Donc c'est pour ça que quasiment l'intégralité de notre produit permettent aussi de venir se faire soigner en France, parce que parfois, on peut être plus à l'aise à expliquer ces mots dans sa langue maternelle. Ça aussi, c'est important. Le produit Jeune Expat Santé, qui est l'équivalent du produit Monde Expat Santé, donc les frais de santé partout dans le monde et en France pour les jeunes. Donc, les jeunes à la CFE, c'est une personne qui a moins de 30 ans. Et le produit Retraite Expat Santé, donc pour les personnes qui sont retraitées et qui souhaitent vivre leur retraite à l'étranger. Je vais passer rapidement. Oui. Le nom du quatrième, là, pour les personnes qui sont en retraite. Retraite Expat Santé, c'est affiché là. Donc, le Retraite Expat Santé qui couvre que les frais de santé à l'étranger, puisque pour les personnes qui sont titulaires d'une pension de retraite française et qui ont cotisé au moins 15 ans à un système de retraite français, les soins en France sont pris en charge par la sécurité sociale. Donc, les soins à l'étranger, c'est ce que j'expliquais. Aux États-Unis, il va peut-être falloir avoir une assurance privée si vous remplissez les conditions. Excusez-moi, dans la retraite Expat Santé, donc les frais de santé en France sont pris en charge. Dans le Retraite Expat Santé, oui. Ils ne sont pas pris en charge par la CFE, ils sont pris en charge par la sécurité sociale. Ah, d'accord. Et pour ça, il faut être sur le sol français. Comment ça se passe? Il faut venir se faire soigner en France. Ah oui. Et si on est complètement aux États-Unis, alors on prend. Est-ce qu'on est couvert là ou il faut prendre une assurance complémentaire? Alors, vous êtes couvert sur le modèle de la sécurité sociale, donc ce ne sera pas suffisant par rapport au coût de la santé. On est couvert un petit peu, quoi. Voilà, c'est ça. Au même niveau, en fait, que l'exemple que vous avez donné tout à l'heure. Exactement. Au niveau de ce que la sécurité sociale française aurait remboursé en France. Pour telle pathologie, etc. Exactement. Et on est capable de faire la conversion? C'est juste alors, juste, je ne sais pas si de l'autre côté, on entend les questions. Je vais peut-être les répéter. Est-ce qu'on est capable de faire la conversion du type de pathologie pour que la CFE sache le rattacher au système français? C'est ça. Alors, la question, c'est est-ce qu'on est capable de faire la conversion des actes pour avoir le bon remboursement côté CFE? En fait, nos modes de prise en charge sont expliqués dans notre tableau des garanties. Ça va être aussi le cas des assurances privées. Vous allez retrouver ça dans notre rubrique, donc sur notre site internet, dans notre rubrique documents clés. Donc, on a un tableau des garanties qui détaille selon l'acte, donc comme j'ai dit, consultation généraliste, hospitalisation, etc. En fonction donc, du pays où ces actes seront remboursés, on exprimera le remboursement. Enfin, le remboursement est expliqué soit en pourcentage, donc en taux de remboursement de la facture réelle, soit en forfait, donc en montant réel de ce qu'on rembourserait. Donc, vous pouvez déjà retrouver ces éléments sur notre site internet. Je t'en prie. On peut donner un exemple. De mémoire, l'hospitalisation, c'est 20%. Aux US, oui. Aux États-Unis, et une visite médicale, c'est 18,50 €. C'est ça. Donc, la deuxième garantie que propose la Sécurité sociale et donc la CFE, c'est ce qu'on a appelé l'assurance risque professionnel, mais elle est plus communément appelée accident du travail, maladie professionnelle. Donc, c'est en cas d'une activité, lorsque vous exercez une activité salariée, en France, s'il vous arrive un accident lorsque vous exercez cette activité ou si une maladie se déclenche à la suite de l'exercice de cette activité et que vous êtes mobilisé, que vous ne pouvez pas travailler, la Sécurité sociale vous verse des indemnités journalières. Donc là, c'est la même chose, c'est le même cas. Donc, si vous y souscrivez, la CFE viendra en fait compenser cette perte de salaire liée à cette inactivité. Et donc, ça vous sécurisera un revenu en cas donc d'incapacité à travailler. Et donc, non seulement on va indemniser tout
tous les jours, donc tout le long de l'arrêt de travail, dès le premier jour, et tous les soins liés à cette pathologie seront pris en charge par la CFE. Et puis, ça peut déboucher jusqu'à l'invalidité si vraiment l'incapacité de travail devient totale ou partielle, donc comme en France, en fait. Et donc, c'est la CFE qui versera une pension d'invalidité jusqu'à votre retraite. Donc, même si vous décidez de rentrer en France et que vous avez une pension d'invalidité versée par la CFE, elle vous sera versée par la CFE jusqu'au moment de votre retraite. Et enfin, parce que du coup, je crois que le temps passe, je vais parler de l'assurance retraite. Donc, la CFE est l'une des seules entités à permettre aux personnes qui vont travailler à l'étranger, qui vont exercer une activité salariée, donc c'est important, ça s'adresse qu'aux salariés, de pouvoir continuer à cotiser dans les mêmes conditions que s'ils étaient restés travailler en France. Donc, en partant aux US, vous devez savoir qu'il existe une convention de sécurité sociale entre la France et les États-Unis. Donc, cette convention, elle permet de cotiser aux États-Unis et au moment de liquider votre pension de retraite, de pouvoir dire que toute cette période cotisée aux États-Unis, vous souhaitez l'intégrer dans votre relevé de carrière, dans votre relevé de carrière de retraite française. Donc, ça vient ici maximiser les trimestres, donc, mais cette convention ne permet de prendre en compte que les trimestres. Aujourd'hui, le calcul de la pension de retraite de base est un calcul un peu complexe, mais qui intègre, entre autres, deux notions, le nombre de trimestres cotisés et la moyenne des 25 meilleures années de salaire. Donc, si vos périodes cotisées aux US peuvent faire partie de vos 25 meilleures années de salaire, dans le cadre de cette convention bilatérale entre la France et les États-Unis, vos salaires ne seront pas pris en compte dans le calcul de la pension. Donc, ça peut vous pénaliser sur le montant final de votre pension. De cotiser en parallèle à la CFE, ça vous permet de sécuriser vos trimestres, mais également de prendre en compte dans le calcul de votre retraite la moyenne de vos salaires. Donc là, ça fait double cotisation, mais ça peut vous permettre d'avoir une double pension si vous restez au minimum 10 ans à travailler aux États-Unis. Parce que pour pouvoir percevoir une pension de retraite aux US, il faut y avoir travaillé au moins 10 ans. Donc ça aussi, c'est des éléments qu'il faut savoir pour pouvoir avoir tous les éléments et avoir les bonnes et souscrire aux bonnes garanties. Donc ça, c'est donc pour pouvoir cotiser à la retraite. Alors je l'ai pas dit, pour pouvoir cotiser à la partie santé de la CFE, il y a des conditions de nationalité. Il faut être de nationalité française ou européenne pour le titulaire du contrat, mais il n'y a pas de condition de nationalité pour les bénéficiaires du contrat sur la partie santé. En revanche, sur la retraite, il n'y a pas de condition de nationalité. Il faut juste avoir travaillé avoir travaillé en France ou y être né. Donc, y avoir travaillé, c'est au moins 5 ans, même de manière discontinue. Et puis, le fait de cotiser à la CFE peut permettre aussi aux conjoints accompagnants, si toutefois vous partez en couple et que l'un des deux dans le couple est obligé de démissionner de son travail en France pour accompagner son conjoint et ne va pas trouver immédiatement d'activité à l'étranger, il est possible, par le biais de la CFE, de pouvoir continuer à cotiser à la retraite. Donc pour ce conjoint, la condition, c'est d'être inactif, d'avoir au moins, d'avoir un enfant à charge, donc avoir un enfant de moins de 12 ans au sein du foyer, ou si ce n'est pas le cas, d'avoir au moins travaillé 6 mois juste avant l'expatriation en France. Voilà ce que je voulais dire sur, je crois que c'est ça, bon, la carte vitale, j'en ai parlé, et puis vous avez nos coordonnées si vous souhaitez avoir plus d'informations, sachant qu'il y a également sur notre site énormément d'informations dans la rubrique documents clés. C'est l'habitude. Alors, pour commencer, Malakoff Humanis, une présentation en 2 mots. Nous sommes ce qu'on appelle un groupe paritaire de protection sociale. Et moi, je travaille au sein de la direction internationale et nous occupons des personnes en mobilité internationale. Groupe paritaire de protection sociale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est un groupe qui est piloté par les partenaires sociaux à but non lucratif. Et nous avons 2 activités principales. L'une qui est une activité
une mission de service public puisque nous gérons la retraite complémentaire des salariés du privé, le régime Agirc-Arrco. On gère à peu près 40% du régime Agirc-Arrco pour les salariés en France, qui est obligatoire, et une activité plus concurrentielle, celle-là en santé, prévoyance et épargne. Et nous, à la direction internationale, eh bien, on propose aux expatriés une continuité, que ce soit en retraite, en santé ou en prévoyance, à l'image de notre activité que nous avons en France. Voilà, donc deux mots sur les États-Unis. Donc, Rachida dit pas mal de choses, je complète un tout petit peu. Il n'y a pas de sécurité sociale au sens où on l'entend en France et en Europe aux États-Unis. Donc l'État, on l'a vu très rapidement, il intervient pour 2 catégories de personnes, les personnes à très faible revenu ou les retraités ou les personnes de plus de 65 ans. Dans ces cas-là, la couverture médicale est prise en charge, mais pour les autres personnes, en gros, ils doivent se débrouiller. Le système il est basé sur des assurances privées. Alors, il y a 2 images quand on pense aux États-Unis au système de santé. La première image, qui ne sont pas forcément des images très usurpées. La première, c'est je dois vendre ma maison pour me faire greffer un foie parce que mon assurance ne me le permet pas. Et la deuxième, c'est je vais à l'hôpital, on me demande d'abord ma carte bancaire. Donc ça, on le voit assez souvent, ou on l'a vu. Alors, ce n'est plus tellement le cas aujourd'hui, puisque depuis les lois Obama, le système de santé a pas mal évolué, mais ça reste un pays compliqué, cher, où l'accès aux soins n'est pas facile pour tout le monde. Donc, je dis un système obligatoire d'assurance santé qui repose à la fois sur l'entreprise. Donc, si vous êtes salarié, l'entreprise a une obligation de couvrir une partie de ses salariés. On tolère que tous les salariés ne soient pas couverts dans un contrat collectif, ce qui n'est pas le cas en France. Donc, ce n'est pas parce que vous avez un employeur que vous aurez une couverture santé. Faites attention. Et puis, si jamais votre employeur ne vous couvre pas, vous avez une obligation à titre individuel d'être couvert. Bon, obligation qui ne vaut pas grand-chose puisque durant sa première présidence, Trump a enlevé les règles et les pénalités, ce qui fait qu'on peut ne pas être couvert sans avoir de pénalité. Le système avant prévoyait que si vous n'avez pas de couverture, vous aviez une pénalité. Bon, néanmoins, depuis les lois Obama, le nombre de personnes avec une couverture a beaucoup augmenté. Enfin, le nombre de personnes sans couverture a beaucoup baissé aux États-Unis, mais il reste quand même plusieurs millions de personnes qui n'ont pas de couverture santé aux États-Unis. Voilà. Et l'autre particularité, Damien l'a dit pour un certain nombre de cas, mais c'est vrai en santé, une double réglementation au niveau de l'État dans lequel vous vivez. Donc, vous pouvez vivre dans un État qui a une obligation particulière en matière de santé et prévoyance. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Dans la plupart des États, ils ne disent rien. Mais il y a des États où il y a une sécurité sociale. Il y en a un aux États-Unis. Justement, je réfléchis. Je ne sais plus si c'est le Kentucky ou le Massachusetts, je crois, ou le Vermont. C'est peut-être le Vermont. Enfin, c'est un pays du nord-est des États-Unis, la Nouvelle-Angleterre. Et puis, il y a un certain nombre d'États qui ont légiféré ou qui ont imposé des seuils minimums de couverture aux assureurs. Voilà. Et par ailleurs, pour être agréé et pour avoir une activité d'assurance, il faut être agréé dans tous les États si vous voulez assurer à titre individuel. Donc, c'est assez complexe d'avoir une activité d'assurance aux États-Unis. Donc, au niveau de l'État et puis au niveau fédéral, les lois Obama, c'était des lois qui s'imposaient au niveau fédéral. Bon, le système des États-Unis, c'est un des plus performants au monde, les meilleurs spécialistes, les meilleurs médicaments, mais un des plus chers, je ne dirais pas le plus cher, mais parmi le plus cher, parce que très peu de régulation. Pour information, Joe Biden a dû faire voter une loi qui permette au système de santé américain d'État, donc Medicare, de négocier les tarifs des médicaments auprès des laboratoires. Et il a dû aller jusqu'à la Cour suprême puisque les labos ont challengé cette décision. Donc, alors que nous, en France, la Sécu, elle négocie et on a les médicaments parmi les moins chers du monde. Ce n'est pas du tout le cas aux États-Unis. Bon, par ailleurs, c'est un système très peu régulé où la santé est un bien qui se vend comme un autre. Voilà, il est plutôt généralement composé de gros assureurs qui ont des réseaux de soins. Et donc, l'idée, c'est de dire que
Alors, théoriquement, pour que l'assureur maîtrise un tout petit peu les coûts, il va passer des accords avec des hôpitaux, des médecins ou des pharmacies. Et si vous allez dans le réseau de soins de votre assureur, vous aurez des tarifs négociés où vous serez mieux remboursé. C'est un peu le système. Et par contre, si vous allez ailleurs, évidemment, sauf en cas d'accident, mais si vous allez dans un autre système, dans un autre réseau, là, vous ne serez pas couvert ou moins bien couvert. Voilà un peu comment ça fonctionne. Voilà, j'avais un peu anticipé le réseau de soins. Une tarification variable pour une même prestation. Donc, selon que vous ayez une couverture américaine, étrangère, pas de couverture, votre âge, la facture pourra ne pas être la même. Et il est très important de pouvoir négocier le tarif. Donc, nous, quand on intervient aux États-Unis, on a un réseau, enfin, on a une équipe médicale et un réseau médical qui permettent de négocier le tarif, soit avant une hospitalisation, soit après. Et ça c'est fondamental. Ce n'est pas comme en France où les tarifs sont normés. Aux États-Unis, vous pouvez, dans un certain nombre de cas, négocier les coûts médicaux, les coûts des frais médicaux. Voilà. Et je viens de le dire, des coûts très au-dessus des normes françaises. Rachida a donné un certain nombre d'exemples. Bon, voilà, c'est sans commune mesure à ce que ça coûte en France. Alors, on ne vous laissera pas mourir au bord de la route si vous avez un accident grave. Par contre, pour un certain nombre de pathologies, si vous n'avez pas de couverture, vous ne pourrez pas forcément être soigné. C'est aussi simple que ça, sauf si vous donnez votre carte bancaire. Et puis, dernier point, c'est un système qui est compliqué, même quand on a une assurance. Et nous, malgré tout ce qu'on a mis en place, le réseau de soins et autres, c'est jamais simple aux États-Unis, mais ne serait-ce que faire un virement bancaire n'est pas simple aux États-Unis. Hein, donc, pour la santé, ça peut être compliqué. Bon, néanmoins, la plupart des assureurs qui interviennent en complément de la CFE ont des réseaux spécialisés qui facilitent les choses, qui permettent de faire de la prise en charge en cas d'hospitalisation, des avances de frais, et puis tout le système de négociation. Alors, ce qui est important, ce n'est pas que la négociation. Dans certains cas aux États-Unis, c'est aussi vérifier que le devis, parce qu'on parle de devis, l'ordonnance, elle correspond vraiment aux besoins de la pathologie. Nous, quand on regarde ce que va vous donner un médecin avant une opération, il y a beaucoup de choses où on dit non, ça, il n'y a pas besoin, ou ça. Voilà. Donc, on intervient aussi sur ces niveaux. Voilà. Alors, je rappelle une chose importante, quand on quitte la France, on n'est plus couvert par le système français, sauf si vous allez temporairement aux États-Unis. Hein. Mais quelqu'un qui va travailler, vivre, passer sa retraite, et d'une manière générale, à partir du moment où vous résidez hors de France et où vous résidez plus en France, vous n'êtes plus couvert par la sécurité sociale française. Et donc, ce n'est pas parce que votre carte vitale indique 2030 que vous êtes couvert. Si vous quittez la France, normalement, vous êtes censé rendre votre carte vitale à la sécurité sociale française, sauf si vous adhérez, c'est ce qu'on conseille, sauf si vous adhérez à la CFE, puisque dans ce cas-là, votre carte vitale, elle va pouvoir être modifiée pour fonctionner en France avec la CFE. Okay, donc, je quitte les États-Unis, je ne suis plus couvert. Et donc, ce n'est pas une fois que vous êtes sur place qu'il faut se préoccuper de votre couverture santé, c'est vraiment avant. Parce que si vous avez un accident le jour où vous arrivez, potentiellement, vous n'êtes pas couvert. Voilà. Bon, nous, donc, on a des couvertures spécifiques pour les États-Unis, que ce soit via un employeur français ou à titre individuel. Spécifique expatrié, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, outre un certain nombre de services que j'ai évoqués ici qui permettent d'accéder à des réseaux de soins et de négocier les tarifs, nous incluons dans les couvertures santé de l'assistance, du rapatriement, des prises en charge, de la téléconsultation, un certain nombre de services comme ça qui peuvent être utiles quand on est à l'étranger. Là, je parle de santé. J'ai dit tout à l'heure que l'activité de Malakoff Humanis concernait aussi la retraite. Et donc, pour les personnes qui vont travailler en tant que salariés aux États-Unis, ils peuvent cotiser au régime de base de la retraite avec la CFE, et bien ils peuvent aussi cotiser au régime complémentaire Agir Carco grâce à Malakoff Humanis. Donc là, un petit point de vigilance, puisque quand vous êtes salarié en France, votre employeur, il paye environ 60-65% de la cotisation. Là, si vous ne négociez pas, là, il faudra éventuellement négocier avec un employeur parce que ça sera à vous de payer la totalité de la cotisation. Et donc, je ne vous cache pas que les cotisations retraite en France coûtent cher.
Et là, ce sera 100% pour vous. D'où l'intérêt d'avoir une idée de combien ça coûte pour négocier au mieux avec un employeur qui soit français ou qui soit américain. Ceci étant, l'employeur américain peut vous proposer un système américain, donc qui est composé de 2 niveaux. Donc la Social Security, donc la sécurité sociale, mais qui ne concerne pas la santé, qui est un niveau de pension qui est à peu près comparable à ce qu'on a en France pour la retraite de base, mais avec les points de vigilance qu'a évoqué Rachida, c'est-à-dire que vous acquérez des droits au bout de 10 ans de cotisation, même si la convention entre la France et les États-Unis permet de prendre en compte les périodes françaises pour atteindre ces 10 ans. Voilà. Et autre chose, si vous avez travaillé dans un autre pays, eh ben, vous ne pourrez pas utiliser la convention franco-américaine. C'est-à-dire que c'est que pour les périodes américaines et françaises. Et donc, ça, c'est la retraite de base. Et la retraite complémentaire, c'est les fonds de pension américains, bien connus, qui peuvent apporter des niveaux de pension significatifs, qui peuvent aussi ne rien apporter du tout, puisque on est sur un système par capitalisation. Alors, je dis ça et je suis un peu méchant parce que les fonds de pension ont des perspectives de long terme et contrairement à ce qu'on entend, ils ne visent pas une rentabilité immédiate très importante. Ils sont plutôt dans une logique de durée et de placement sécurisé sur le long terme. Bon, néanmoins, ce sont des placements boursiers et comme pour tous, si vous avez une chute de la bourse, bah, vous aurez une chute de votre pension. Et c'est ce regard, et c'est pour ça que on en parle beaucoup aujourd'hui dans cette période un peu troublée avec la nouvelle présidence américaine. Les Américains regardent beaucoup le cours de la bourse parce que c'est leur future retraite. Voilà. Alors qu'en France, comme vous le savez, on a un système à répartition où ce sont les cotisants, les actifs, qui financent la retraite. Alors qu'il y a d'autres inconvénients, mais qui a l'avantage d'avoir une certaine sécurité puisque ce n'est pas de l'argent qui est placé sur de la bourse. Voilà. Bref, donc CFE, enfin CNAV via CFE et puis Agir Carco via le groupe Malakoff Humanis permettent de cotiser volontairement la retraite complémentaire. Donc tout à l'heure, on a eu des questions concernant les retraités qui partent vivre leur retraite aux États-Unis. Là, c'est très simple. Nous, nos couvertures s'adressent aussi aux retraités. Ce n'est pas les mêmes que les actifs, c'est des couvertures spécifiques, mais qui incluent les mêmes services que j'ai évoqués tout à l'heure aux États-Unis. Voilà, donc là, un rappel pour les actifs, les risques qui sont couverts par la sécurité ou par les régimes obligatoires français, vous avez la retraite de base, vous avez la retraite complémentaire, puis éventuellement, vous pouvez faire de l'épargne de retraite ou de la retraite supplémentaire. Vous avez la santé et la prévoyance et vous avez l'assurance chômage. Quand vous vous expatriez, vous pouvez garder les mêmes risques. Retraite de base, CFE. La maladie, CFE. La retraite complémentaire, c'est Agir Carco avec Malakoff Humanis. Et puis, l'assurance chômage, c'est France Travail. Sachez que si vous êtes salarié, vous pouvez aussi cotiser à titre volontaire. Voilà très rapidement une vue sur le système américain, la transposition et puis les risques que vous avez si vous êtes aux États-Unis. Alors, nous, nos clients, quand ils viennent nous voir pour la couverture, comment ils font d'abord, ils vont vérifier auprès de l'employeur ou en fonction de leur situation s'ils vont avoir une couverture sur place. En premier choix, vous avez une couverture, elle est correcte. Ma foi, vous pouvez vous dire, je vais la conserver, en ayant quand même en tête, comme Rachida l'a dit, que généralement, vous n'êtes pas couvert quand vous quittez les États-Unis. C'est un tout petit peu comme en France, même si la Sécu, elle permet quand même d'être un peu couvert lors de voyages temporaires. Mais là, aux États-Unis, c'est très rare. Généralement, vous n'êtes pas couvert. Souvent, d'ailleurs, vous pouvez ne même pas être couvert dans l'État qui est à côté, sauf en cas d'urgence. Voilà. Donc là, dans ce cas-là, vigilance et réfléchir à avoir une couverture France, CFE France. Et nous avons aussi des complémentaires qui interviennent et qui permettent d'être couverts, d'être mieux couverts par la sécurité sociale et par la complémentaire lorsque vous rentrez en France. Et puis, si vous vous apercevez que vous n'aurez pas de couverture, contactez-nous en fonction de votre situation, de vos moyens aussi. On vous fera un devis et on vous dira combien coûte la CFE, combien coûte la complémentaire.
on a 5 niveaux de couverture qui permettent de répondre à un peu tout le monde. Je ne vous cache pas que les 2-3 premiers niveaux de couverture, ils ne sont pas tellement satisfaisants pour les États-Unis, mais quelquefois, il vaut mieux prévoir une couverture pas trop chère avec un peu de reste à charge plutôt que la couverture maximale qui va être assez chère. Donc, si vous avez peu de besoins et peu de soins, il vaut mieux un peu de reste à charge, sachant que la quasi-totalité des assurances américaines prévoit un reste à charge. Donc la philosophie du système américain n'est pas du tout comme celle en France, qui est un peu une exception, où on veut absolument que l'assureur prenne 100% des frais. Non, dans beaucoup de pays au monde, et c'est le cas aux États-Unis, il y a un reste à charge. Le reste à charge, il peut se faire de deux manières aux États-Unis. Soit c'est un pourcentage, soit vous êtes remboursé au-delà d'un certain niveau de dépenses. Donc, ça peut être, par exemple, un niveau de 5 000 $, une franchise. Voilà. Donc, dès que vous avez consommé jusqu'à 5 000 $, là, vous êtes couvert, mais en deçà, vous ne serez pas couvert. Voilà. Donc, c'est là où c'est intéressant de garder une couverture à la française, puisque nous n'avons pas ces franchises et ces règles. On est un peu, on n'est pas dépendant de la pratique des assurances américaines. Si on a une assurance américaine, est-ce que vous pouvez intervenir sur tout ce qui correspond à la franchise, ce que en charge Alors, monsieur demande si vous avez une assurance américaine, est-ce qu'on peut intervenir au-delà? Non, malheureusement non. Nous, nos couvertures, elles fonctionnent qu'en complément de la CFE ou pour les retraités, par exemple, qui sont en France, de la sécurité sociale. Mais on ne peut pas compléter le système américain. Alors, pourquoi on ne peut pas? Parce que si on fabriquait des couvertures de la sorte, il faudrait qu'on ait une bonne idée du niveau de remboursement de ces assurances. Et donc, il faudrait qu'on connaisse parfaitement toutes les assurances dans le monde, sachant qu'il peut y avoir des évolutions législatives ou pas. Et là, c'est extrêmement compliqué. Déjà, on suit la sécurité sociale et la CFE. C'est déjà pas mal. Mais s'il fallait qu'on complète une assurance locale, là, c'est au-delà de notre portée. C'est quasiment impossible. Mais on peut supposer prendre donc vos deux assurances et prendre une assurance avec une franchise américaine. Alors, madame demande si on peut prendre la CFE avec une complémentaire et une franchise américaine. Une assurance. Une assurance. Alors, vous pouvez tout prendre. Hein, vous pouvez avoir 3 couvertures. Bon, après, ça va coûter plus cher. Non, moi, la logique pour moi serait de se dire, si vous avez une obligation, si vous avez trouvé une couverture américaine pas trop chère et bonne, vous les gardez. Et puis, vous vous posez la question, retour en France éventuellement. Voilà. Si par contre, c'est hors de prix, pour avoir un niveau de remboursement auquel vous vous attendez et que vous souhaitez, là, il faut prendre la couverture minimum que vous utiliserez peut-être pas énormément. Et puis, vous prendrez CFE et une complémentaire en plus. Voilà. La plupart du temps, c'est ce que font les expatriés, puisque souvent, vous avez des obligations locales d'avoir une couverture. Et donc, si vous jugez que la couverture locale n'est pas suffisante, le mieux, c'est de prendre le minimum requis. Vous ne l'utiliserez pas forcément. Et puis ensuite, vous utiliserez une couverture qu'on appelle offshore, CFE plus complémentaire. Oui, monsieur a une question. Et après, c'est vous, madame. Passez le micro, sinon la salle, ce sera peut-être plus simple. Je vais laisser soin à Chloé de le faire. Merci. Merci. C'est pour compléter sur ma question précédente. C'est lors d'un déplacement aux États-Unis, donc ce n'était pas le cas d'une expatriation, j'ai des frais de santé à l'étranger. Et si vous voulez, c'était pour mon enfant. Mon épouse a accouché aux États-Unis, on avait pris une assurance locale. Et en revenant, donc on a tout ce qui était dans la franchise, enfin en dessous, donc on a eu des dépenses jusqu'à 7 000 $ qui ont été pris sur nos dépenses personnelles. Et l'assurance a couvert tout ce qui était au-dessus. Et en revenant en France, avec mon assurance personnelle, j'ai pu leur montrer donc les factures. Tout ce qui était pris au-dessus, c'est l'assurance qui avait pris. Tout ce qui était en dessous, qui était à ma charge, mon assurance a pu rembourser. Et c'était ce cas-là, c'est pour savoir si est-ce qu'on avait, parce que là c'est pour temporaire, mais est-ce qu'on vous proposez une couverture de ce type-là qui pourrait intervenir sur tout ce qui est dans le cadre de la franchise qu'on a payé personnellement? Oui. Alors, si vous prenez une couverture CFE avec une complémentaire, nous on n'a pas de franchise, donc on va vous couvrir dès les premiers euros dépensés. Ça fait dans la limite des garanties évidemment du contrat. Les garanties du contrat, on peut en parler rapidement. La CFE rembourse soit un forfait, soit un pourcentage des frais réels. Et nous, la plupart du temps, on rembourse, enfin nous, en tout cas Malakoff et Humanis, toutes nos couvertures
couvre 100% des frais réels pour l'hospitalisation. Et puis après, vous avez 5 niveaux de garantie où, selon les différents postes de remboursement, donc médecine de ville, optique, dentaire, médicaments, on va rembourser avec des plafonds plus ou moins élevés. Mais on est tout le temps à 100%, mais avec des plafonds élevés. Donc, si vous avez une garantie un peu basse, très, très vite, vous aurez un reste à charge parce que notre garantie numéro 2, par exemple, elle embauche, je crois, 35 € une visite médicale. Donc, 35 € pour plus 18 €, vous aurez un reste à charge. Si vous prenez la garantie supérieure, on rembourse jusqu'à, de mémoire, 300 € une visite médicale. Après, vous n'êtes peut-être pas obligé de prendre la garantie maximum. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, et je pense que ça peut être intéressant pour d'autres personnes. Moi, cette assurance-là, elle me remboursait en fait jusqu'à 4 événements exceptionnels qui étaient à l'étranger et c'était couvert jusqu'à 8 000 € maximum. Donc, c'était assez pratique de l'avoir. Oui, mais alors, ces limitations-là sont typiquement ce qu'on peut trouver dans des assurances américaines, mais que vous ne retrouverez pas dans les assurances en France, où là, nous, on n'a pas de limitation. Ah, d'accord, oui, mais dans le cadre d'un voyage. D'accord, une assurance temporaire. Alors, moi, je voulais juste préciser que la CFE n'a pas de plafond de remboursement. Donc, on est limité sur le montant de remboursement, mais on peut aller N fois se faire rembourser. Donc, contrairement aux assurances privées où, effectivement, vous avez ce cas de plafond. Alors, les complémentaires ont souvent un plafond annuel et par personne. Mais nous, il est 500 000 €. On va l'augmenter un tout petit peu, mais il n'est jamais dépassé. C'est plus un peu du marketing. Et comme tous nos concurrents annoncent 1 million, 2 millions, 3 millions, on va l'augmenter aussi, mais ça ne change pas grand-chose. Et je vais vous dire, généralement, on est en mesure de négocier les frais. Et quand on sent qu'on va dépasser, souvent on propose, et même avant, à nos assurés, de le rapatrier en France pour qu'il se fasse soigner en France. Sur des maladies un peu graves, un peu chères, c'est aussi des choses qui nous arrivent de proposer. Voilà, j'ai une question concernant les remboursements. En fait, tout dépend de l'endroit où on va résider aux États-Unis, c'est bien ça? Parce que vous avez dit que les lois différaient selon les États. Oui, vous avez une législation qui dépend de chaque État. Là encore, il y a peu d'États qui ont légiféré sur la santé aux États-Unis. Il y en a, je crois, une dizaine, donc qui imposent des garanties minimales ou qui encadrent les garanties que doivent comporter les assureurs. Mais là, on parle d'assurance américaine. Et au-delà, vous avez des obligations fédérales. Et si vous habitez au Texas ou à Miami, vous n'avez pas d'obligation de l'État. Vous n'aurez qu'une obligation fédérale que j'ai mentionnée tout à l'heure, avec une obligation de l'employeur et éventuellement une obligation individuelle. Je pense sur la question de madame, c'était de savoir si par rapport à vos remboursements, est-ce qu'il y a des différences en fonction des États? Ah non, pardon. Alors, d'une part, il n'y a pas de différence. Enfin, en tout cas, nous, on rembourse de la même manière où qu'on soit aux États-Unis. Et d'autre part, on n'est pas éligible à la réglementation locale. C'est-à-dire que prendre une assurance chez vous ne vous permet pas de dire l'État du Kentucky, je respecte votre obligation. Parce que ça, c'est qu'avec un assureur agréé aux États-Unis. En revanche, voilà, petite histoire, nos assurances collectives, si vous êtes salarié et envoyé par un employeur français, nos assurances collectives, elles sont reconnues par l'administration américaine. Et par exemple, depuis les lois Obamacare, on fait un reporting fiscal. Et donc, les gens qui ont une couverture collective chez nous et reçoivent un reçu fiscal. Voilà. Mais bon, ça ne concerne que les personnes qui restent rattachées à une entreprise française. On va prendre quelques questions du live, peut-être, si Nathalie. Oui, alors, on a quelques questions justement par rapport à la cotisation retraite. Donc, quelqu'un qui cotise à la CFE, Malakoff Humanis, pour avoir la cotisation retraite complète, comment ça se passe au niveau du retour en France? Est-ce qu'il y a des demandes de transfert des droits à faire ou est-ce que c'est fluide avec la retraite française?
Faire ça, on va se partager le micro, merci. Alors, par rapport à la CFE, la cotisation, elle est donc trimestrielle, elle dépend donc du salaire, du revenu brut annuel. Donc tous les trimestres, il faut payer sa cotisation. Et nous, donc ce que disait Alexis tout à l'heure, en fait, on est en délégation de gestion pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Donc en fait, on collecte les cotisations, on les reverse à la CNAV. Donc, ça met automatiquement à jour le relevé de carrière. On fait une fois par an. Mais par contre, c'est pas au moment où on rentre en France qu'on dit ce que j'ai cotisé aux États-Unis, je l'intègre dans ma pension de retraite française. Ce sera au moment de liquider sa pension. Donc, au moment où on va arriver à la retraite, c'est là qu'on fera le choix. Alors, c'est pas la personne elle-même qui va faire le choix elle va pouvoir dire je veux intégrer mes trimestres. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure sur l'histoire des conventions, c'est que si on n'a qu'une seule expatriation dans un pays, en ce qui concerne la retraite, dans un pays où il existe une convention, effectivement, c'est au moment de sa retraite que la CNAV intégrera les trimestres cotisés aux US sur le relevé de carrière français. Côté CFE, ça sera automatiquement. Par contre, si on a fait plusieurs pays où il existe une convention de retraite, la possibilité de réintégrer les périodes cotisées à l'étranger ne pourront se faire qu'une seule fois. Et ce n'est pas l'assuré qui choisira, c'est la CNAV qui choisira et qui prendra la durée la plus longue d'expatriation. Donc là, il faut faire attention sur ces histoires de conventions. Vous pouvez vous créer malencontreusement des trous dans votre carrière. Et c'est pour ça qu'il faut prendre la CFE, en tout cas que la CFE vous permet en fait une continuité complète dans la constitution de sa carrière. Et donc nous, le compteur de trimestre est mis à jour tous les ans et ça vient en fait alimenter le compteur comme si on travaillait en France. Pour la retraite complémentaire, cotiser à Malakoff Humanis, c'est cotiser à une caisse Agirc-Arrco. Donc, c'est comme en France, vous avez vos points Agirc-Arrco qui sont incrémentés et qui viennent s'ajouter aux points que vous avez acquis lorsque vous étiez en France, si avant vous étiez en France. Oui, merci beaucoup. Alors, au niveau de l'assurance maladie, avec Malakoff Humanis, alors, est-ce que une famille, donc quelqu'un qui s'assure, est-ce que chaque individuel de la famille doit s'assurer ou est-ce que quelqu'un qui part avec un visa de travail peut couvrir aussi tous les membres de la famille, c'est-à-dire son conjoint, sa conjointe? Je vais répondre. Alors, pour la CFE, on va voir si je connais bien. Pour la CFE, en fait, il n'y a pas d'obligation de couvrir sa famille. C'est le choix d'abord de l'assurer. Soit assuré principal, il pense qu'à lui, il se couvre seul. Soit il a sa famille et il se dit, je vais aussi couvrir sa famille. On ne peut pas l'obliger. Et à la CFE, soit c'est une adhésion complètement individuelle, c'est lui, soit c'est une adhésion famille. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Tous les membres de la famille doivent être expatriés. Ok. Oui. Si la famille est restée en France, ils ne peuvent pas être pris en charge par la CFE. Oui, bien sûr. Ça, c'est pour le régime de base. Ouais. Pour l'assurance complémentaire, chez Malakoff Humanisme et la plupart de nos concurrents fonctionnent de la même manière. On paye au nombre de personnes, sachant que nous, on limite à 4 personnes. Donc, s'il y a 3 enfants et 2 adultes, on paiera 2 adultes et 2 enfants, et le troisième enfant sera gratuit. Voilà. La CFE, c'est le même tarif qui est 2 personnes ou N personnes, il n'y a pas de limite. Okay. Merci beaucoup. Alors, la troisième question, je vais la lire parce que je ne maîtrise pas forcément le vocabulaire. Pour l'équivalent des TNS aux États-Unis, si on est président d'une entreprise unipersonnelle, comment cela se passe-t-il? Est-ce qu'il faut prendre la CFE, une assurance complémentaire privée américaine, ou alors choisir une assurance française? Alors, TNS, travailleur non salarié, donc là, c'est une personne qui, par exemple, monte sa société ou est dirigeant de sa société. Société unipersonnelle, c'est un statut franco-français. Je ne sais pas s'il existe aux États-Unis. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que dès lors qu'on travaille aux États-Unis, on dépend de la législation sociale des États-Unis. Donc, la première chose, c'est regarder ce que prévoit la législation américaine. Je ne maîtrise pas plus que ça la législation sur les entrepreneurs. Donc, il faudra que cette personne se renseigne pour savoir quelles sont ses obligations. Mais je pense que les lois Obama s'appliquent aussi dans ce cas-là. Donc, normalement, il est censé avoir une couverture américaine. Mais comme il n'y a pas de pénalité s'il n'a pas de couverture, il peut choisir de prendre une couverture française
Et la CFE, comme la complémentaire, elle couvre aussi les gens qui sont non salariés. Nous, on couvre étudiants, non salariés, rentiers, oisifs, pas oisifs, retraités, tout le monde. Voilà, tous ceux qui adhèrent et qui payent leurs cotisations sont couverts, y compris les TNS. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une durée limitée pour la cotisation santé avec la CFE, par exemple? Non? Je ne sais pas ce qu'on entend par une durée limitée. Est-ce que vous pouvez couvrir quelqu'un qui part sur 1 an, 2 ans ou Ah oui, oui. aussi jusqu'à 10 ans? Nous, en fait, à partir du moment, en fait, le droit à la sécurité sociale en France, il est conditionné à la résidence principale. Donc, ce que disait vaguement tout à l'heure Alexis, à partir du moment où on quitte, non mais, pardon, rapidement, non, pardon. Rapidement, tu es passé rapidement sur le sujet. Tu as dit que quand on quittait le territoire, donc quitter le territoire, c'est quand on a quitté le territoire français pendant plus de 3 mois, on est considéré comme résident à l'étranger. Donc là, on n'a plus de droit à la sécurité sociale. Donc nous, nos cotisations, elles sont trimestrielles. Donc on peut adhérer pour un trimestre, mais il n'y a pas d'intérêt puisque, en fait, la CFE intervient au moment où la sécurité sociale n'intervient plus. Donc, et idem, quand on rentre en France, on peut avoir au niveau de la santé un délai d'attente de la sécurité sociale. La CFE va continuer à rembourser vos soins en France lorsque vous rentrerez définitivement en France. On va continuer à rembourser les soins le temps que la sécurité sociale reprenne le dossier en main. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas de durée limitée. Et il n'y a pas non plus, en fait, on n'a pas de notion de contrat, on ne s'engage pas pour une durée à la CFE. Pour la complémentaire, s'il s'agit d'un contrat individuel, comme nous, on est régi par les lois françaises et les contrats individuels sont viagés. Alors, viager, ça veut dire qu'on va y couvrir jusqu'à la fin. Sauf que généralement, c'est lié au statut. Par exemple, nous, on a 2 types de couverture. Pour les seniors, là, il faut être retraité. Alors, il faut souscrire avant 75 ans. Mais une fois qu'on a couvert, on est couvert définitivement jusqu'à la fin. Et quand on est non retraité, on est couvert jusqu'à ce qu'on atteigne le statut de retraité. Très bien, merci beaucoup. Juste une dernière question pour la CFE. Comment fait-on pour s'affilier? Quelle est la procédure? L'idée, c'est d'aller déjà sur le site internet voir les différents package. Vous avez aussi la possibilité de faire un rendez-vous en parallèle de la maison d'expatriation avec une personne à la CFE qui peut vous expliquer plus précisément les packages proposés. Est-ce qu'il y a des documents en particulier à fournir? Oui, alors, sur notre site, alors après, ça dépend à quelle garantie on souhaite souscrire, mais il y a la possibilité de tout de suite, en fait, en naviguant sur le site, d'avoir la tarification, les garanties proposées et d'aller donc rapidement sur un formulaire d'estimation tarifaire. Et donc, si on est OK avec ça, si on n'a pas besoin de plus de précision, donc soit si on a besoin de précision, de nous contacter, soit demander à être appelé ou aller directement sur l'adhésion en ligne. Il est possible d'adhérer en ligne. Merci beaucoup. Juste une question, pardon, pour moi. Donc, ça veut dire que si on prend... Pardon. Merci. Si on prend le système donc, de Malakoff-Médéric, la couverture, est-ce que vous avez un réseau d'assureurs américains ou pas du tout? Donc, alors, ça veut dire que ce n'est pas reconnu par l'État? Non, on n'a pas de réseau d'assureurs puisque c'est nous qui sommes assureurs, Malakoff Humanis. Par contre, on a des réseaux et des structures pour accompagner nos assurés aux États-Unis, qu'ils soient retraités ou salariés ou TNS ou quoi. Donc, on a une cellule médicale, on a un réseau de soins, on a la prise en charge, on a la téléconsultation. On peut faire appel à des experts pour nous indiquer où aller ou comment? Oui, alors on peut, et nous on peut donner des adresses, des réseaux, des choses comme ça. Bon, généralement, quand on arrive aux États-Unis, on a facilement l'adresse du médecin qui est référencé par la communauté française, des choses comme ça. On est, nous, sur un système français où on n'impose pas. Alors que vous avez compris qu'aux États-Unis, on est sur un système où il faut aller dans un réseau. Donc, vous pourrez aller où vous voudrez. Vous serez remboursé à hauteur de ce qui est prévu par le contrat. Il y a toujours une limite qui est le raisonnable et l'habituel. Et par exemple,
dans le cas d'une hospitalisation à prévoir, c'est soumis à entente. Et donc, dans ce qu'on fait là, c'est qu'on demande aux assurés de nous envoyer leur dossier. Nos médecins étudient la pertinence, les frais, et ensuite se rapprochent de l'hôpital et disent c'est bon, on prend en charge tout. Et là, vous rentrez et vous n'avez rien à payer. D'accord. Et quel délai, par exemple, en cas d'urgence d'un accident? En cas d'urgence, là, vous allez dans le premier hôpital venu. Dans ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on ne vous laissera jamais mourir aux États-Unis. Et là, dans les 48 heures, il faut nous prévenir. Et là, on a des correspondants locaux qui vont contacter l'hôpital, qui vont dire monsieur et madame est couvert, on prend tout sans charge pour que vous n'ayez pas d'avance de frais à faire. Exactement, c'est ce que j'allais dire. On va prendre les dernières questions du live et ensuite on continuera en présentiel si vous en avez de nouvelles. Damien, est-ce que tu as la recette magique pour obtenir un visa de travail aux États-Unis? Oui, bien entendu. On le sait, c'est facile. Non, en fait, ce qui est important, comme je le disais, c'est vraiment d'anticiper, prendre le temps aussi des recherches pour les questions de visa. Alors, ce que j'ai oublié de préciser, mais c'était affiché dans la présentation, aux États-Unis, c'est très commun de prendre un avocat. Je pense qu'il faut aussi prendre ça en compte. C'est des frais, mais qui sont importants parce qu'il va pouvoir aussi vous aider justement dans vos démarches. Il y a beaucoup de démarches administratives qui nécessitent un avocat aux États-Unis qui soit affilié au barreau de l'État où vous allez être présent. D'ailleurs, les États, comme je vous disais, ont des réglementations différentes. Donc, essayez aussi déjà de savoir dans quel État vous voulez aussi résider. Entourez-vous donc de professionnels. On est en partenariat avec la Maison d'Expatriation, avec Oui Immigration, donc qui aussi peut vous aider là-dessus. Les réglementations évoluent finalement pas si rapidement que ça, malgré les annonces qu'on peut entendre aussi au niveau de l'administration américaine. Mais le Graal, je dirais, au-delà de la partie green card, là, qui est donc plutôt liée à un membre de la famille qui est déjà américain, un mariage ou alors la loterie, comme on l'a évoqué, c'est bien entendu de trouver un travail et donc un sponsor américain. Et donc de valoriser vraiment vos compétences aussi donc au niveau de votre travail pour pouvoir trouver justement un entrepreneur et une entreprise qui peut vous sponsoriser. Merci beaucoup. Et la dernière question, est-ce que tu connais des organismes d'enseignement pour l'anglais, que ce soit pour des adultes ou des enfants qui accompagnent une personne qui part aux États-Unis? Alors, effectivement, c'est important, je vous disais, d'apprendre l'anglais. Il y en a plein, bien entendu. Les États-Unis sont une terre d'immigration, donc il y a beaucoup d'entreprises différentes qui s'occupent de tout ça. Alors pour les enfants, bien entendu, le réseau scolaire français à l'étranger, donc tout le réseau AEFE est important. Bien entendu, même si vous devez payer la scolarité des enfants, vous avez accès à des bourses, mais ça reste aussi la scolarité française à l'international, en plus, bien entendu, d'un enseignement plurilingue. Il y a également des associations comme les associations Flammes qui permettent de faire la continuité aussi avec les écoles internationales, si vous mettez vos enfants donc plutôt dans le réseau local, donc des associations Flammes. On a également le cours Griffon aussi qui permet de faire la continuité, ou également le CNED qui permet aussi d'avoir un enseignement à distance, qui est aussi valable d'ailleurs pour les adultes. Le CNED permet aussi de pouvoir valoriser ce genre de choses. D'ailleurs, peut-être avec votre CPF en France, vous pouvez également prendre des cours d'anglais. Sachez que vous avez aussi la possibilité de vous former. Et puis après, une fois sur place, il y a beaucoup d'écoles qui vous permettent à la fois donc de pouvoir apprendre l'anglais, parfois aussi de sponsoriser un visa, donc un visa étudiant, qui vous permet pas de travailler en revanche, mais qui vous permet de pouvoir résider sur place. Ça peut être intéressant pour les conjoints suiveurs aussi, qui n'ont pas forcément d'activité rémunérée, en tout cas possible au début. Ok, merci beaucoup. Oui, alors on va terminer la partie live. Je vous remercie à tous ceux qui étaient présents, donc qui vont nous voir en replay ou en live en ce moment. Comme je vous le disais, la maison d'expatriation est ouverte jusqu'au 17 juillet. On a d'autres événements sur la partie États-Unis. La semaine prochaine, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. On a également des rendez-vous d'accompagnement gratuits qui sont disponibles jusqu'au 17 juillet en présentiel, en distanciel, et également à partir du mois de septembre pour tout le reste de l'année en distanciel. Donc n'hésitez pas également à prendre rendez-vous. Et puis pour ce qui est de nos interlocuteurs, vous êtes également présents sur notre site, sur le site de la Maison d'Expatriation, également sur vos sites respectifs. Et je vous remercie vraiment pour votre disponibilité et toutes vos réponses. Merci. Merci.